Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole d'experts, le podcast Nounoutop qui donne la parole aux spécialistes de la petite enfance. À chaque épisode, nous rencontrons un professionnel qui partage son expertise, son vécu et sa vision du développement et de l'accompagnement des tout-petits. Alors c'est parti! Tata, on peut aller au parc? Et regarde, je cours trop vite. Tata, pourquoi il pleut? J'ai faim. Tata, j'aime pas les brocolis. Encore une histoire. On joue encore un peu? Oh non, pas la sieste. Tata, c'est l'heure de goûter? Oui, tata. Elle arrive quand, maman? Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons dans un village d'enfants, l'un des 20 qui existent en France grâce à l'association SOS Village d'enfants, une organisation qui existe depuis près de 70 ans et qui vise à offrir un environnement familial à des frères et sœurs sans protection parentale. Et aujourd'hui, pour nous en parler, nous sommes avec Stéphane Longin, directeur du village d'enfants de Carros, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et nous sommes avec Valérie, parent SOS, dans ce même village. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors pour commencer, déjà on est dans les locaux du village. Merci à vous de nous accueillir Avec dans plaisir. cet endroit si spécial. Alors comme je l'ai dit, l'association SOS Village existe depuis 1956. Elle a été fondée par Gilbert Coteau. Elle est inspirée à l'époque d'un modèle autrichien. Donc Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter SOS Village et les principes qui guident le projet? Ok, je vais en tout cas essayer de le faire aussi bien. Après, ça me semble important de voir la genèse un petit peu du projet associatif qui était basé après la Seconde Guerre mondiale en Autriche où un monsieur s'est dit qui peut s'occuper des orphelins de guerre? Ça serait des veuves de guerre. La première philosophie, c'était de s'occuper des orphelins de guerre, pas des veuves de guerre. Donc le village SOS Village d'enfants s'est créé à travers cette philosophie-là pour prendre en charge les enfants. Et puis Monsieur Coteau, effectivement, a découvert ça dans les années 60 et l'a installé, entre guillemets, sur la version française dans les années 60. Et ce qui a été effectivement créé, le premier village. L'année prochaine, ça sera 70 ans. D'ailleurs, l'association fête, SOS Village d'enfants France, fête ses 70 ans, avec le premier village dans le Nord, parce que pratiquement tous les villages, les premiers villages se sont créés dans le Nord. Et après, ça s'est effectivement déployé. J'ai vu que Carros, c'était le 8e. Ah écoutez, vous me l'apprenez, je ne savais pas que c'était Assez le tôt quand 8e. même. 8e, on va fêter cette année les 40 ans du village d'enfants. Le 15 novembre, d'ailleurs, pour celles et ceux qui pourraient, alors je ne sais pas si c'est possible en tout cas venir, le 15 novembre, on fête les 40 ans du village d'enfants. Il y a un événement spécial? Oui, on va faire une grande fête d'anniversaire avec tous nos partenaires, les enfants, les autres enfants de certains villages d'enfants du Sud, parce qu'on a la chance d'avoir au niveau de la région PACA 4 villages d'enfants. Il y a un village d'enfants à Digne, il y en a un autre à Marseille, à Besse-sur-Issole dans le Var, et nous avons, nous, ici, le 4e. Donc, effectivement, sur la région PACA, il y a ces 4 villages-là. Donc, ce jour-là, le 15 novembre, il y aura une grande manifestation à la salle Ecovi à Carros, salle prêtée par la mairie, gentiment, je les remercie en tout cas aujourd'hui, avec des festivités, avec des invités, avec des activités mises en place par les enfants qui seront en lien sur une philosophie qui est aussi du village enfant, qui est sur les droits de l'enfant, tout simplement à travers le monde, parce que la particularité du village enfant de Carros, pour le coup, c'est d'avoir rebaptisé les maisons, parce que nous avons donc des maisons familiales, mais je vais réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui. Et ces maisons ont des noms de grandes villes, de capitales. Nous avons Tokyo, nous avons Rome, nous avons Barcelone, nous avons Shanghai. Enfin bref, on a fait tous les continents et c'est pour ça que ça nous paraissait important que les 40 ans soient faits sur la thématique des droits de l'enfant à travers le monde. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, pour expliquer un petit peu comment on fonctionne, donc le village d'enfants de Carros a été implanté, donc je le dis, il y a 40 ans. On fait partie donc de cette association SOS Village d'enfants qui a un siège social sur Paris, qui s'appelle la Maison Montsouris. Et chaque village d'enfants est quand même assez indépendant sur l'organisation et la prise en charge des enfants à travers le projet associatif qui est donc sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est quand même l'accueil de fratrie, mais vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de la protection de l'enfance. Et le deuxième pilier, c'est la relation d'attachement liée à une ou un éducateur familial qui prend en charge les enfants 24 heures sur 24, mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. D'accord. Donc, sur le village d'enfants, ici, nous accueillons sur Carros 45 enfants qui sont pris en charge sur une maison familiale. C'est pour ça qu'il y a des noms. Donc là, ici, Valérie, qui est à côté de moi, a une maison familiale qui s'appelle Kaboul, d'ailleurs. C'est même les enfants qui ont choisi ça. C'est, symboliquement, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Donc, dans ces maisons familiales, les enfants y vivent 24 heures sur 24. C'est leur maison, c'est la maison des enfants. Et elle est organisée et accompagnée par une ou un professionnel qui est donc une ou un éducateur familial. D'accord. Cette personne travaille 3 semaines d'affilée et
part en congé. Et quand elle part en congé, l'éducatrice ou l'éducateur familial est remplacé par un autre professionnel qui s'appelle aide familiale, qui fait la même fonction, mais sur un temps beaucoup plus court, d'une dizaine de jours, le temps que l'éducateur ou l'éducatrice familiale puisse partir, se reposer. Pendant cette dynamique-là, elle prend en charge, ou il prend en charge les enfants dans la quotidienneté. D'accord. Est-ce que les enfants, ils ont une relation différente avec vous et votre remplaçant? Oui. Ouais, à quel niveau? Alors déjà, moi, je n'ai pas de binôme vraiment attitré. Ok. Là, ça fait quelques mois que j'ai la même personne. Mais du coup, l'attachement n'est pas le même, parce que c'est une personne qui va rester 10 jours et peut-être qu'on va plus la revoir. Ouais. Oui, c'est pas pareil, les enfants, ils le disent, on peut pas s'attacher à une personne en 10 jours. Ils vous en parlent après? Oui, on en parle. Et c'est vrai que moi, je les comprends, hein, parce que même moi, de mon côté, j'ai l'impression que je peux pas m'attacher non plus à une personne. Ouais. Là, ça fait quelques mois que j'ai la même personne et ça se passe plutôt bien. C'est différent, la Oui. relation est différente, mais ça fonctionne. C'est plus une relation presque de travail, alors dans ce cas-là, pour eux. Peut-être que vous avez plus un rôle de mère, peut-être? Oui, plus le rôle de mère, de confiance. Oui. Les règles, du coup, sont plus respectées avec moi, finalement. Ok. C'est peut-être plus scolaire avec l'aide familiale, alors? Ben non, justement. Ils essayent de passer outre les règles, D'accord. ils essayent de faire plus copinage. C'est pas du tout le même fonctionnement. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est vrai que la relation est différente en termes de temporalité. Rester 3 semaines, c'est pas la même chose que de rester 10 jours. Bien sûr. Valérie, effectivement, l'a nommé, où on essaie malgré tout de travailler en binôme, qu'il y a un seul et même binôme qui travaille sur cette même maison, pour des soucis de ressources humaines, sur des arrêts maladie, sur des démissions aussi, sur le fait que les gens, à un moment donné, puissent se dire maintenant, j'ai envie aussi peut-être de faire un peu autre chose, parce que c'est quand même un investissement extrêmement important, usant aussi psychologiquement, physiquement. Donc, pour rebondir sur ce que dit Valérie, c'est que les enfants, à certains moments, entre les deux professionnels, peuvent faire comme les enfants divorcés. C'est-à-dire qu'un coup, c'est papa, un coup, c'est maman. Donc, Ouais. ils vont jouer, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc, ça nécessite quand même une grande confiance entre les deux professionnels. Ça nécessite un socle commun au niveau de la prise en charge. Et c'est vrai que dans la présentation que je souhaite aussi finir par Bien rapport sûr. aussi, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là aussi pour trianguler, pour aider, pour accompagner et pour faire le fil conducteur entre les deux professionnels pour que justement, il n'y ait pas tant d'écart d'approche éducative envers les enfants. Ça nécessite beaucoup de communication, j'imagine, entre les éducateurs et Énorme. ceux qui supervisent. Énormément, avec aussi cette confiance que les professionnels doivent avoir entre eux, parce que les enfants, quand ils voient qu'il y a une petite faille, et ils jouent leur rôle d'enfant, et c'est très bien, moi je le félicite, c'est sain, et ils rentrent dans la faille, et bien évidemment, ils peuvent mettre en difficulté après l'un ou l'autre professionnel. Donc ça nécessite vraiment cette confiance et cette transparence aussi professionnelle que les gens doivent avoir. Et les enfants, ils sont au courant de cette communication qu'il y a entre vous, ou c'est quelque chose que vous essayez de dissimuler, entre guillemets? Non, ils sont au courant. Ouais. On fait des relais déjà, nous, à mon départ, avec le professionnel qui va venir me remplacer. Oui. On fait un relais, donc les enfants sont au courant de ce relais, ils ne participent pas, mais ils savent que tout ce qui s'est passé, le professionnel va le savoir. On a mis en place avec mon binôme, du coup, au lieu d'arriver le jour où moi je m'en vais, il arrive la veille. Donc du coup, il prend un repas avec nous. Pendant le repas, on discute avec les enfants. Et les enfants, au moins, ils entendent bien que la personne qui me remplace est au courant de tout. Oui. Voilà. Et ça fonctionne vachement. Le fonctionnement fait que ça reste la maison des enfants et c'est les professionnels qui viennent sur la maison avec ce lien d'attachement qui est travaillé avec l'éducatrice familiale. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la durée moyenne d'un placement, quand même, elle est à peu près alors sur carrosse, en tout cas, c'est sur 8 ans. Grosso modo, on a une durée de prise en charge de 8 ans et d'accompagnement de 8 ans. Ce qui fait que vraiment, on a le temps d'installer cette relation privilégiée avec les enfants, que ce soit l'éducatrice familiale, l'aide familiale, quand effectivement ça fonctionne en binôme. Dans d'autres maisons, ça fait des années qu'il y a des binômes et ça fonctionne très très bien, avec des éducateurs aussi qui sont là pour pouvoir accompagner et trianguler. Et vous avez d'autres professionnels aussi qui Alors travaillent? oui, effectivement. Dans l'équipe du village d'enfants, donc il y a aujourd'hui 10 maisons. Sur les 10 maisons, il y a 9 maisons familiales. Et on a mis en place depuis maintenant 10 ans ce qu'on appelle un espace de transition, qui est un lieu d'accueil pour les adolescents à partir de 14 ans, 15 ans, qui ont la possibilité d'intégrer ce dispositif, qui est un appartement avec, pour le coup, 2 aides familiaux, donc pas éducatrice familiale, mais 2 aides familiaux, qui se relaient tous les 15 jours et qui accompagnent les jeunes pour travailler sur l'autonomie, à la fois sur l'autonomie affective, parce que le village d'enfants, on est, je trouve, assez bon
dans le cocooning, dans l'accompagnement. Et c'est vrai qu'on peut être, comme beaucoup de familles aussi, de toute façon, et puis beaucoup d'établissements dans le cadre de la protection de l'enfance, mis en difficulté dans l'accompagnement à travers l'adolescence. Donc, pour accompagner au mieux les adolescents, on leur propose cet espace-là. C'est un espace qui est en appartement, qui peut accueillir 4 adolescents, entre 14 et 15 ans, jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 21 ans. Et il réside là. Ils résident là, et c'est en fait tous les 15 jours 2 professionnels qui se relaient. Donc ça, c'est au niveau des maisons. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le staff technique, on va dire ça comme ça, ou éducatif, ou d'accompagnement également, où c'est sur la maison commune. Donc la maison commune, c'est ici dans nos locaux, où il y a 4 éducateurs spécialisés qui travaillent en journée, de 9h jusqu'à 21, voire 22h, voire même un peu plus tard s'il y a nécessité. Nous avons la chance d'avoir aussi un animateur qui travaille, une travailleuse familiale qui intervient sur les maisons en fin de journée ou en journée pour faire des accompagnements, ou en fin de journée pour pouvoir faire aussi aider à la confection des repas ou doucher les enfants ou faire du soutien scolaire. On a une éducatrice scolaire qui intervient et qui coordonne tout l'aspect scolarité des enfants en relation avec toutes les écoles de la commune. Nous avons également 2 aides ménagères qui interviennent au moins une fois par semaine dans chaque maison. Un agent d'entretien qui intervient sur tous les petits bobos des maisons de réparation, c'est lui qui s'en charge. Et une secrétaire comptable et une secrétaire tout simplement. 2 psychologues qui travaillent du mardi jusqu'au samedi pour prendre en charge à la fois les enfants, mais aussi l'équipe pour les aider à accompagner du mieux possible les enfants, et aussi être soutien pour les familles si elles ont la nécessité de pouvoir faire appel aux psychologues. Chef de service qui coordonne tout ça, et puis moi qui chapeaute un petit peu le bateau du village d'enfants pour les accompagner tout simplement. D'accord, ça fait Voilà. beaucoup de monde. Ça fait pas mal. Humainement, on doit être à 35 personnes à peu près pour accompagner 45 enfants. Et en quoi le village se distingue des autres structures d'accueil? Alors, la première distinction que je ferai, c'est l'innovation qui est maintenant inscrite dans la loi, c'est de ne pas séparer les fratries. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres structures, mais ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part, mais c'est structurel en tout cas. Et puis le deuxième, c'est le lien d'attachement. J'y apporte beaucoup d'importance. Les professionnels qui sont ici sont extrêmement engagés avec les enfants, et on aura sûrement l'occasion de rediscuter. C'est l'équilibre perso-pro qui est aussi très compliqué, et cet aspect-là, en tout cas, reste à être accompagné, aidé. Donc la distinction, elle se fait aussi à ce niveau-là, sur l'attachement, sur la continuité, et de dire à un enfant qu'on l'aime, qu'on a des sentiments pour lui, qu'on est là pour lui, c'est pas un tabou pour nous. Je sais que la protection de l'enfance a mis beaucoup de temps à aller sur ce terrain-là. Aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert à aussi faire part de nos propres sentiments envers un enfant. C'est pas que dans un sens, c'est dans les 2 sens. Et c'est ça, cette distinction-là, avec un aspect peut-être plus familial. Quand je dis familial, c'est familial au niveau professionnel. Cette philosophie-là et cet accompagnement-là. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas travailler au village d'enfants parce que c'est assez particulier. Mais une fois qu'on a un pied dedans, je crois que c'est difficile de pouvoir partir comme ça. Ouais. Donc Valérie, tout à l'heure, vous avez dit que la maison des enfants, c'est leur maison. Est-ce que cette maison, c'est votre maison aussi? Je m'y sens à l'aise, oui. Donc, quelque part, oui, c'est ma deuxième maison. Et comment vous arrivez à allier, en restant ici 3 semaines par mois, comment vous alliez votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Comment vous distinguez ça? Sérieusement, moi j'ai mon compagnon. Oui. De le voir 10 jours par mois, ça me suffit. Ok. Voilà. Mais c'est fou, voilà. On a possibilité de faire venir notre compagnon sur la maison familiale. Mais non, moi, ça me va très bien. Avec votre compagnon, vous parlez de votre vie d'ici, Oui. des enfants. Est-ce que vous en parlez comme Oui. si c'était les vôtres? Non, pas comme les nôtres. Mais après, ils font partie de ma vie quand même. Voilà, je les amène en vacances. Ils connaissent mon compagnon parce que je les ai déjà emmenés chez moi, par contre. D'accord. Voilà, je les ai emmenés en vacances chez moi. Ils connaissent ma famille, ils connaissent mes enfants. Ils connaissent ma vie, en fait. Donc, moi, je connais leur vie. Et dans l'autre sens, eux, ils connaissent ma vie. Donc, Vous vous occupez de combien d'enfants? 6. 6. Et vous les avez tous amenés en vacances, c'est ça? Oui. Chaque année, on part en vacances 15 jours. D'accord. Vous avez fait quoi comme voyage? Alors, on a fait Nîmes, on a fait un petit village dans le Gard qui s'appelle Aramon, on a fait Digne, je leur ai fait visiter les gorges du Verdon. Tous les ans, si je peux juste rajouter je vous en prie. tous les ans, toutes les éducatrices et éducateurs familiaux partent en séjour. Voilà, D'accord. tous les ans, on propose aux enfants
à la fois des colonies pour qu'ils puissent aussi un peu être en dehors du village d'enfants, parce que c'est important pour eux d'aller aussi voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres collectivités. Et toutes les éducateurs et éducatrices familiales, effectivement, ont la possibilité de partir en séjour. Il y en a qui ont fait des séjours à l'étranger, il y en a qui font des séjours un peu plus dans le nord, ils montent à Paris. C'est organisé de cette manière-là, qu'il y a au moins une dizaine de jours dans l'année, l'été, où ils puissent partir du village d'enfants. Vous pensez qu'ils le vivent comment, le fait que les éducateurs et les éducatrices ont une deuxième vie à côté de celle du village? Les enfants ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ils ont une capacité de compréhension auquel certains adultes, des fois, ne peuvent eux-mêmes ne pas comprendre. Et eux, ils ont cette capacité-là. Et les enfants que nous accueillons, ils ont quand même un parcours compliqué, à certains moments violent. Je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail. En tout cas, ils ont un parcours très difficile. Et quand ils arrivent ici, ils sont déjà un peu des fois cabossés par la vie, mais ils ont quand même cette résilience et cette conscience de où ils se trouvent parce qu'on les a amenés jusqu'ici à travers cette notion de protection. Ouais. Et ils ont déjà vécu dans d'autres institutions généralement. On n'accueille jamais d'enfants directement de la famille. L'idée étant qu'il y a un sas déjà dans une autre institution pour qu'ils puissent déjà se poser et après arriver ici dans des conditions plus apaisées, entre guillemets. Donc c'est vrai, ils sont extrêmement sensibles. À la fois, ils comprennent et ils connaissent la vie des professionnels qui sont ici. On leur donne la possibilité de pouvoir justement se poser. Et ici, c'est leur maison. Ouais. Ils sont très au clair avec ça. Il n'y a pas l'ambiguïté qu'on peut J'ai jamais penser vu un avoir. enfant qui puisse me dire, c'est-à-dire que ça soit Valérie ou que ça soit d'autres professionnels, quand ils disent j'ai fini ma session, je rentre chez moi, je vais me reposer. Les enfants, ils sont à côté, et ben ils comprennent. C'est le village d'enfants en fait qui fait entité et qui fait ressources et qui fait protection. Après, effectivement, les professionnels, même si on essaie de stabiliser l'équipe, on n'est que de passage pour eux. Mais par contre, l'institution en tant que telle, là, c'est important. Le cadre, le projet, les gens qui y travaillent, ça, c'est important. Donc comment les enfants ils ont accès au village à la base? Alors, c'est toute une procédure, pour le coup. Là, on reste vraiment sur du process. 90% des enfants sont déjà dans une institution. Protection de l'enfance, pour un petit rappel, depuis 1983, est décentralisée. Donc, c'est du champ de la compétence du département. Donc, le juge des enfants décide d'un placement. Généralement, c'est sur ce qu'on appelle un foyer de l'enfance, que chaque département a des foyers de l'enfance. Les foyers de l'enfance sollicitent une réorientation parce que eux, leur travail, c'est d'accueillir, d'observer et de réorienter. Et une fois qu'ils ont accueilli, observé, ils demandent cette réorientation qui peut être effectivement chez nous. Donc on accueille ces enfants après une procédure bien établie où déjà il y a une première rencontre qui se fait avec l'éducatrice familiale qui va sur le lieu de vie des enfants, donc sur l'institution, qui rencontre avec un cadre de direction, soit moi, soit Madame Severina, qui est donc la chef de service. On va rencontrer les enfants, on leur explique où est-ce qu'ils vont aller, on leur montre des photos. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ici, ils viennent en visite uniquement. 1 jour, 2 jours, 3 jours. En fonction de l'âge, de la maturité, ça peut être un peu plus long. Ils vont rencontrer les membres de l'équipe. On leur fait visiter le village, on leur montre leur maison où ils pourraient être. Comme ça, ils ont déjà une petite idée de où est-ce qu'ils vont être accompagnés. Et après, ils arrivent ici. Et quand ils arrivent ici, il y a tout le village qui les accueille. C'est très symbolique tout ce que je raconte, mais c'est juste pour montrer aux jeunes qui sont attendus et que tout le monde a envie effectivement qu'ils soient au sein du village d'enfants. Donc il y a une fête qui se met en place, un pot d'accueil avec tous les enfants du village, tous les professionnels du village, un petit goûter, un petit cadeau aussi. Et puis généralement, on essaye de connaître un petit peu les souhaits des enfants, ce qu'ils aiment pour que leur chambre elle soit un peu aménagée ou arrangée en fonction de ce qu'ils aiment. Par exemple, un gamin qui aime bien Cars, on va acheter un thé d'oreiller ou une couette où il y a Cars, ce genre de choses. Donc voilà, on essaye vraiment d'être attentif à ce qu'ils pourraient aimer, juste pour aussi les mettre en confiance et tout de suite qu'ils arrivent dans un environnement dans lequel ils soient un peu apaisés. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants qui ont subi pas mal de traumas, qui ont été abîmés par la vie déjà très très jeunes. Donc voilà, on essaye de travailler comme ça. Alors, il y a des profils particuliers qui correspondent au village? Fratrie, ça je pense que c'est clair maintenant pour tout le monde. On n'est pas en capacité aujourd'hui de prendre des enfants qui ont un lourd handicap. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas les compétences et on n'a pas la capacité d'eux. Et quand je parle d'handicap, c'est à la fois l'handicap physique parce que vous l'avez vu tout à l'heure quand on a visité la maison, il y a des escaliers, donc on n'a pas nous de rampe ou de quoi que ce soit. Donc là, c'est juste pas possible. Ouais. Et puis les handicaps, on va dire mental trop lourds, on peut pas. On n'est pas en capacité et on préfère honnêtement dire
non, on n'est pas en capacité de le faire, plutôt que de dire oui, on le prend, et puis que 3, 4, 5, 6 mois ou un an après, on s'aperçoive qu'en fin de compte, on est en difficulté, et surtout qu'on met l'enfant en difficulté dans sa prise en charge, Ouais. parce qu'on n'est pas adapté à ce qu'il a besoin. Et dans ces cas-là, on préfère tout de suite dire non pour pas qu'il y ait de rupture supplémentaire, parce que les enfants ont eu beaucoup de ruptures dans leur vie, et on essaye de stabiliser, nous, justement ça. D'accord. Grâce à votre association, est-ce qu'il y a eu des avancées en termes de droits de l'enfant? Est-ce que vous avez une influence là-dessus? Alors, j'ai la naïveté de croire que oui, Ouais. en sachant que l'association au niveau national fait beaucoup de choses au niveau du plaidoyer. C'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à faire un peu changer les mentalités aussi, hein. L'accueil de fratrie, maintenant, c'est inscrit dans la loi. C'est pas rien. Je pense que le village d'enfants n'y est pas non plus pour rien. L'accompagnement des jeunes majeurs, la loi Taquet qui a été mise en place il y a quelques années, c'est une contribution du village d'enfants, parce que compte tenu qu'on est quand même sur des prises en charge assez longues, on a toujours défendu la possibilité de pouvoir accompagner les jeunes jusqu'au bout, et que les 18 ans n'étaient pas un coup d'arrêt à la prise en charge. Donc les contrats jeunes majeurs, même si ça existait aujourd'hui, continuent à exister à travers donc cette loi Taquet qui dit que chaque jeune ne peut pas sortir de la protection de l'enfance sans projet. Donc nous, voilà, on a, je pense, un peu contribué à ce genre de choses. Et comment vous travaillez à ces projets individuels? Alors, chaque jeune a ce qu'on appelle un projet d'accompagnement personnalisé qui est établi, en tout cas réfléchi et élaboré avec l'éducatrice familiale, l'aide familiale quand il y a un binôme, bien évidemment, les éducateurs, psychologues et l'enfant. L'enfant participe à son propre projet aussi, peut dire comment il ressent les choses, qu'est-ce qu'il a envie, et à la fin de ce temps, il y a des objectifs qui sont mis en place pour pouvoir accompagner du mieux possible et qui sont réévalués régulièrement avec les professionnels autour de l'enfant et sa famille aussi, parce que même si effectivement les enfants sont placés, les parents ont des droits. Et heureusement qu'ils ont des droits. Et notre travail à nous, c'est de travailler cette relation quand même avec les parents pour qu'à un moment donné, les enfants puissent retourner en famille dans des meilleures conditions et dans une relation apaisée et de qualité. Donc on essaie de travailler ça au maximum. On a en place au niveau associatif ce qu'on appelle la PAGE, c'est la politique d'accompagnement des jeunes majeurs. Et ce service associatif accompagne les jeunes au travers de la prise en charge au sein du village d'enfants par des actions spécifiques, mais aussi par des projets financiers qui peuvent financer des études qui coûtent un peu trop cher, ils peuvent financer le permis de conduire, ils peuvent financer des achats de matériel. Donc ça, pendant que les jeunes sont ici au sein du village d'enfants, mais aussi après le village d'enfants. Il y a des financements qui sont possibles pour pouvoir emménager, pour pouvoir poursuivre les études. Et même les jeunes qui peuvent aussi revenir au sein du village d'enfants quand ils sont repartis à un moment donné. On a cette possibilité-là. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, où une jeune fille est restée ici pendant de nombreuses années, est partie parce qu'elle avait envie de partir et que c'était trop compliqué pour elle. Elle a été mineure, elle est retournée en famille. C'était pas forcément son projet, mais c'était difficile, donc elle est repartie. Et puis quelques années après, elle s'est trouvée en difficulté. La porte est restée ouverte. Elle est venue ici pendant 1 an. Elle était majeure. Et ce qui lui a permis de se poser, de se ressourcer un petit peu. Et puis aujourd'hui, elle a un boulot, elle a des enfants, enfin un enfant, et elle est même éducatrice, puisqu'elle a repris sa formation d'éduc. Donc voilà, c'est un peu ça la PAGE aussi, la politique d'accompagnement des jeunes majeurs. Et le fait d'être au village d'enfants, on est suivi et on peut être aidé toute sa vie, puisque l'association, dans ce cadre-là, essaye d'avoir des liens réguliers avec tous les enfants qui sont passés par le village d'enfants, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, s'ils n'ont pas besoin d'aide. Et vous, personnellement, Valérie, vous gardez contact avec les enfants qui sont partis? Alors, j'en ai pas eu qui sont partis depuis, D'accord. mais c'est prévu. Ok. Voilà, on en parle déjà avec les enfants qui sont sur la maison, du après. D'accord. Voilà, Vous travaillez ici depuis combien de temps? 5 ans. Comment ça a commencé pour vous? Qu'est-ce qui vous a fait venir au village? Alors, j'ai commencé au village de Marseille, confinement. Ah oui? En fait, j'ai appelé le village de Marseille en disant, voilà, je sais que les écoles ferment. Je me propose, en tant que bénévole, faire des activités, animations. Et on m'a proposé de suite un CDD en tant qu'AF, éducatrice familiale. D'accord. Et on m'a prêté pour 10 jours à Carrosse. J'ai dit, je ne reviendrai plus. Et finalement, je suis revenue, je ne suis jamais repartie. Donc, déménagement et... Non, j'habite pas à côté. En plus, j'habite dans le Gard. C'est l'avantage de travailler pendant 3 semaines. Voilà. Et c'est bien, parce que les 3 heures de route que j'ai, je me vide. Ça, c'est pas mal. Non, ça fait du bien. C'est cool. Ah ouais. Et je peux vous demander ce que vous faisiez avant? J'étais animatrice cognitive pour les personnes âgées. D'accord. Dans les EHPAD. Donc, vous avez toujours travaillé dans le social? Plus ou moins, j'ai travaillé dans les écoles plus jeunes. Bon, j'ai fait un petit parcours serveuse. Ouais. Parce que j'étais dans un petit village, j'avais rien d'autre. Voilà. Mais sinon, avant de venir ici, oui, animatrice cognitive. Et si je peux me permettre, cette question me fait penser que
Les professionnels qui travaillent ici, hormis les éducateurs spécialisés, viennent de tout horizon. Ouais. Vraiment. On a une ancienne boulangère, une ancienne comptable. Je sais que quelqu'un avait fait des études de droit. C'est aussi un des avantages. C'est que les professionnels viennent avec leur parcours qui n'est pas forcément en lien avec le social, et ce qui amène aussi une autre dynamique, je trouve, et une autre réflexion à un moment donné à avoir que plutôt d'être entre soi de travailleurs sociaux. Voilà, c'est juste une petite aparté que je voulais amener parce que ça me semblait aussi important. Ouais, ça amène un côté peut-être un peu plus humain. Ouais. Après, nous, on forme les professionnels ici. Enfin, je tiens Ouais. quand même à dire que même si les personnes viennent au village d'enfants sans formation préétablie dans le cadre de la protection de l'enfance, nous, on les forme au sein de l'association où ils ont des formations sur Paris, sur plusieurs semaines. Nous-mêmes, sur Carrosse, on forme aussi les professionnels au psychotrauma, à la protection de l'enfance. Enfin, on a développé quand même une politique de formation qui est importante. Mais D'accord. c'est vrai que les personnes qui viennent ici n'ont pas forcément de lien avec du social au départ. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation que vous avez suivie, justement? Alors, sur Paris, je suis allée sur une année, 4 semaines. Et là, on voit plusieurs professionnels, psychologues, magistrats. Donc, on a parlé aussi au niveau des jugements, tout ça. Donc, D'accord. vraiment, on nous met bien dans le bain. Psychotrauma, donc, comme disait Stéphane, un petit peu tout, et qui nous aide vachement. Ouais, ça C'est vous vrai apprend que- ah à oui, oui. aborder Oui. mieux les enfants? Parce qu'encore à ce jour, des fois, on a des questionnements en fonction. Les enfants grandissent, donc il faut arriver à gérer les enfants, Ouais. les ados. Les psychologues nous accueillent à nous aussi. Si on a des questionnements par rapport aux problématiques des enfants, Oui. on peut aller voir les psychologues et avoir un petit peu des aides, des pistes. Moi, en tant que père, j'aimerais bien avoir de temps en temps des gens à côté de moi qui me disent si je fais bien, si je fais pas bien. 13h30, ça vous tente. Après, j'ai 4 enfants déjà. Moi, D'accord. donc, voilà, ils sont grands, mais j'ai élevé 4 enfants. Donc, D'accord. Vous avez l'expérience de ça déjà. même pas peur. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours au village? Est-ce que c'était particulier pour vous? Non, Non? non, du Vous tout. êtes senti chez vous tout de suite? Oui, voilà, les enfants, de suite, l'accueil. Non, j'étais bien. Très bien. Ouais. Vous avez dit que vous avez jamais eu un enfant qui est parti de votre maison familiale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou... Un petit peu. Mais j'en ai parlé déjà. On travaille beaucoup sur l'attachement, mais on ne travaille pas sur le détachement. Ouais. Ouais. Et ça, j'en ai parlé. Et d'ailleurs, on avait fait une petite formation sur ça. Oui, j'appréhende un petit peu. J'imagine qu'avec la maison de transition, c'est peut-être aussi pour faciliter la transition pour vous aussi. Pas tous les enfants y vont. D'accord. J'en parle, parce que vu que j'ai des ados, je leur en parle. Ouais. Mais ils veulent pas y aller. J'en ai une, celle de 16 ans, qui est un peu mitigée. Mais là, pour le moment, les autres, tu veux te débarrasser de moi? Non. Ils veulent rester à la maison. Ouais. Non, mais vous avez raison de dire aussi, c'est dans les deux sens. Quand je parlais d'autonomie aussi, c'est aussi par rapport à l'éducatrice familiale ou l'éducateur familial, de pouvoir aussi, non pas se détacher, mais en tout cas de prendre un peu de distance et de laisser aussi prendre son envol le jeune. On est très bon dans le cocooning, honnêtement, franchement. Après, peut-être on a encore du travail à faire sur le fait de pouvoir donner des outils nécessaires aux enfants, mais on est dans la protection de l'enfance. Donc, protection dit forcément, à un moment donné, peut-être surprotéger, je ne sais pas. Ouais. Mais il y a peut-être ça à faire évoluer aussi. Je vois. Et vous êtes en communication avec les autres éducateurs familiaux? Oui. Vous vous réunissez souvent? Vous Ben, mélangez les foyers ou... On fait souvent des fêtes sur le village, donc on se regroupe. Ouais. Et après, on dit si vraiment il y a problème, on est là, on peut s'écouter, s'entraider. Là, je reçois une enfant d'une autre maison, parce que la maison a été fermée pour maladie. Donc, du coup, j'accueille une autre jeune. Non, on s'entraide. Justement, on tend la main aux nouvelles arrivantes. On leur dit, avant d'aller plus haut vers la direction ou quoi, on peut s'entraider entre nous. Ouais. C'est déjà pas mal, oui. Est-ce qu'il y a des cas où, par exemple, des enfants de certaines maisons peuvent dormir dans la maison des autres? Oui. Ça arrive fréquemment? Oui, ça arrive. Bon, après, ils se connaissent maintenant, et puisqu'on fait pas mal de petites fêtes. Il y a 2-3 jours, là, on a organisé une grande journée dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc la CIDE, pour symboliquement fêter les droits des enfants. Donc, en fait, tous les enfants se connaissent, puisqu'on fait régulièrement des petites fêtes comme ça, et tous les professionnels se connaissent effectivement et peuvent s'inviter les uns les autres sur les différentes maisons, des soirées pyjama, des choses de ce genre-là, ce qui fait qu'il y a vraiment une émulation et une solidarité qui se crée à la fois entre enfants, mais aussi entre professionnels. Au même titre que chaque enfant a la possibilité d'aller dormir chez un copain autre que le village d'enfants, parce qu'il ne faut pas rester non plus entre soi. La particularité du village d'enfants de Carrosse, c'est qu'on a des appartements en maison familiale, on a des villas et on a aussi des appartements.
Généralement, les villages d'enfants, c'est plutôt sur un même site. Nous, on a effectivement cette possibilité-là, ce qui fait que les enfants vivent au même titre que n'importe quelle famille dans une barre d'immeuble. Voilà, le voisin de palier, c'est pas forcément un enfant du village, ce qui fait qu'ils peuvent s'inviter. Ils participent à toutes les activités de la commune au niveau des activités culturelles, sportives, dans les clubs, etc. Ce qui fait qu'ils connaissent tout le monde. Et on essaye de travailler justement ce côté extérieur aussi et pas rester uniquement que sur le village d'enfants. Ouais. Voilà. Et il y a des événements tout au long de l'année auxquels, j'imagine, vous tenez? Au niveau associatif, il y a ce que je disais tout à l'heure, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui tous les ans, vacances de la Toussaint, une journée nationale. Donc tous les enfants des villages d'enfants de France et de Navarre participent à cette journée symbolique. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Vezos Trophy, qui est en fait une sorte d'olympiade organisée au niveau national aussi, où une équipe de chaque village se rend sur Paris et font les Olympiades. Et je dois avouer que depuis quelques années, le village d'enfants de Carrosse est mis en avant, puisqu'on a fini il y a 2 ans premier, après on a fini l'année dernière deuxième, et j'espère que l'année prochaine, on finira encore premier. Voilà, on est à chaque fois sur le podium. Donc je suis assez content et je suis très fier des enfants et de l'équipe qui participent à ça. Donc voilà, symboliquement, il y a ce genre de choses qui se met en place. Il y a aussi ce qu'on appelle le PEPS, qui est le projet d'épanouissement par le sport, qui est à chaque vacances scolaires pour 2-3 enfants de chaque village. Ils vont participer avec un autre village ou 2 autres villages sur une thématique sportive. Et l'idée, c'est de travailler sur des objectifs bien précis, travailler sur l'autonomie, sur la distanciation. L'objectif, en tout cas, de l'enfant est travailler pour que justement, à travers le sport, il puisse s'épanouir. Et après, à notre niveau à nous, tous les ans, il y a des choses effectivement qui sont rythmées. La fête de Noël, c'est incontournable forcément. Au mois de décembre, avec l'après-midi festive et les soirées aussi. On a aussi, on fait les crêpes avec tous les enfants. Et puis la galette. Le barbecue au mois de juin, je veux dire qu'il est incontournable, avec les hamburgers maison qu'on organise ici. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Halloween ce soir. Halloween ce soir. Vous avez raison, Halloween ce soir avec les grands ados là, qui vont prendre cher. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Le repas des partenaires à la rentrée scolaire. Oui, c'est vrai, merci Valérie. Une fois par an, on invite tous les partenaires scolaires à venir partager un repas avec tous les professionnels du village d'enfants et les écoles, donc entre midi et 2. Les instituteurs et professeurs viennent ici et ça permet d'échanger avec le corps enseignant de manière un peu différente. Nous faire aussi connaître parce qu'eux, ils ne connaissent pas forcément et ils imaginent des fois des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Donc, ça leur permet de visiter le village. Ouais. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir discuter avec eux sur des problématiques ou ne serait-ce que même de façon conviviale avec eux. Voilà. D'accord. Alors, j'ai posé la question à Valérie tout à l'heure, je vais vous la poser aussi. Comment ça a commencé pour vous? Alors, c'était le 1er avril, c'est pas une blague. Moi, ça fait depuis 95 que je suis dans le social. Je démarrais en tant qu'animateur de quartier. D'accord. Dans des quartiers un peu compliqués, sur Valbonne, Sophia Antipolis. Et après, j'ai fait des études d'éduc. J'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'éducateur dans des foyers plus classiques, on va dire, pour des adolescents. Et après, par rapport à ma vie personnelle aussi, avec l'arrivée de ma première fille, j'ai arrêté parce que ma femme étant aussi éduque en foyer également, forcément, il fallait qu'un des deux puisse trouver des horaires un peu plus classiques. Donc, j'ai travaillé plutôt en milieu ouvert avec les familles. Administrateur ad hoc aussi, qui est défendre les intérêts des mineurs victimes auxquels les parents ne peuvent pas, eux, défendre l'intérêt des enfants. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. D'accord. Et après, j'étais chef de service. Et suite à être chef de service pendant quelques années, dans un foyer, dans l'arrière-pays aussi niçois, quelques années là-dessus. Et un soir, quand je dis le 1er avril, c'est qu'effectivement, j'avais envie un petit peu de changer et d'aller dans une institution plus proche. Et parce que j'habite Carrosse, j'ouvre effectivement les annonces. Et le 1er avril au soir, je vois SOS Village d'enfants recrute un chef de service. Donc voilà, j'ai postulé le 1er avril et je suis arrivé ici il y a maintenant 15-16 ans. En tant que chef de service. Et donc, j'ai découvert vraiment ce qu'était le village d'enfants. Et je suis tombé amoureux du village d'enfants et de la philosophie, du projet et de la relation que les professionnels pouvaient avoir entre eux. Vraiment, je n'avais jamais vécu ça. Ouais. Et puis, la relation avec les enfants. Donc, je suis arrivé ici en tant que chef de service. Et puis, il y a quelques années, on m'a proposé le poste de directeur parce que la directrice est partie. Et puis j'ai dit oui, banco, on y va. Et voilà, je suis là depuis ce temps-là et je ne compte pas pour l'instant partir parce que je trouve vraiment que le projet associatif est vraiment de qualité et que les professionnels qui sont engagés aujourd'hui à accompagner les enfants est de qualité. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la philosophie d'accompagner des enfants comme ça. Et c'est ce que je recherchais, je pense, depuis toujours. Et puis je suis tombé là-dessus, donc voilà. Quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous dites qu'il y a des choses qui devraient changer dans les mentalités, peut-être?
Je ne sais pas si c'est les mentalités ou le fonctionnement, j'ai pas forcément d'idée. Je pense vraiment que ce qu'on propose ici, c'est-à-dire à la fois du côté collectif, puisqu'ils sont quand même 4-5 enfants sur une même maison. On a 45 enfants ici, donc c'est quand même une grosse structure. 45 Mhm. enfants, il y a peu de structures qui accueillent autant d'enfants, mais qui sont répartis sur des petits lieux de vie qui sont différents, et à la fois de l'individuel, parce que justement, avec les éducateurs spécialisés, la possibilité aux éducatrices familiales d'avoir des temps individuels avec chaque enfant, fait qu'on traite aussi l'individu, l'enfant, dans une relation duelle. Ouais, Ce qui est non pas possible dans les institutions plus classiques, mais beaucoup plus compliqué, ouais, avec un turnover important, il ne faut pas se mentir. Le fait qu'il y ait des éducateurs la journée, il y a des éducateurs le soir, il y a un veilleur le soir, il y a un autre éducateur le lendemain, donc ça veut dire que le gamin, concrètement, c'est très symbolique ce que je vais dire, mais c'est important que la personne qui couche l'enfant le soir soit la même que le matin au réveil. Et dans les institutions plus classiques, c'est pas le cas. Les familles d'accueil le font, effectivement. ouais. Sauf que les familles d'accueil, pour le coup, alors elles font un travail remarquable, puis je sais que le département essaye vraiment de motiver ça et d'étendre ça, c'est qu'on a aussi cet avantage d'avoir un staff technique ici avec des éducateurs spécialisés, des psychologues qui sont à proximité, qui peuvent intervenir 24 heures sur 24. Moi, je suis d'astreinte une semaine sur 2, ce qui fait que n'importe quand, on peut m'appeler et j'interviens s'il y a besoin. Je peux aussi soutenir téléphoniquement. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça repose aussi sur des éducateurs et des éducatrices qui sont prêts à faire peut-être un certain sacrifice sur leur vie personnelle, même si vous avez dit que vous ne viviez pas forcément comme un sacrifice, mais c'est quand même un travail Non, mais c'est clair. qui est C'est lourd. une des limites. Enfin, Valérie peut en parler largement mieux que moi, parce que je ne suis pas, moi, ici 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que cet équilibre vie perso, vie pro, rester 3 semaines là, c'est une des limites, c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est aussi en recherche régulièrement de professionnels qui puissent venir ici, parce que c'est fatigant, c'est usant, psychologiquement, physiquement. C'est pas rien de s'occuper effectivement de 3-4 enfants. Ouais, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. Oui, c'est ça. Donc pour vous, la force du village, c'est de savoir équilibrer l'intimité et la collectivité, alors, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une force du village et la solidarité qu'il peut y avoir aussi. Valérie a un petit peu évoqué ça tout à l'heure. C'est aussi cette solidarité entre nous qui existe sur justement aider et de savoir pourquoi on est là surtout. Ça me semble important parce que à partir du moment où on sait pourquoi on fait ce métier, pourquoi on est présent, pourquoi on accompagne les enfants, pour moi c'est la base. Si on n'a pas encore fait cette démarche-là, ça devient trop compliqué et trop fragile. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ne restent pas non plus, parce qu'ils n'ont pas encore fait ce chemin-là. C'est quand même assez particulier, s'occuper d'enfants des autres, Ouais. et de pouvoir les accompagner avec qualité sans forcément s'oublier soi-même. Ça, c'est important. Vous essayez d'aider en ce sens-là les gens qui peuvent venir Alors on travailler essaye, ici? mais après c'est aussi une démarche personnelle qu'ils doivent faire, on va pas se mentir. Au village d'enfants, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour aider les professionnels à prendre ce recul-là. Il y a des réunions, il y a des analyses de pratique, il y a des supervisions, c'est-à-dire qu'ils ont un intervenant extérieur qu'ils peuvent choisir pour parler de leur métier, de leurs difficultés à l'extérieur du village. Moi, je suis pas au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait. Mhm. Donc c'est quelque chose qui est mis en place. Il y a ce qu'on appelle la QVT, donc la qualité de vie au travail, avec ce qu'on appelle des gardes-relais, la possibilité que le soir, les éducatrices familiales puissent s'accorder du temps personnel et partir faire une soirée, manger avec des copines, aller au cinéma, aller au théâtre, ce qu'elles veulent. Et dans ces cas-là, il y a quelqu'un d'autre qui vient s'occuper des enfants. Il y a les plages vertes aussi en journée où elles peuvent effectivement aller où elles le veulent. Elles déposent entre guillemets les clés, le téléphone. Et puis c'est aux collègues effectivement que j'ai missionné pour pouvoir s'occuper des autres enfants. Mhm. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, avec aussi cette possibilité au niveau des plannings, de pouvoir avoir ce choix-là, de choisir les sessions. C'est-à-dire que les dettes, voilà, il y a un cadre avec les statuts, il faut travailler 21 jours avec possibilité de réduire un peu ce temps de travail pour les éducatrices et éducateurs familiaux. Et c'est elles qui choisissent. Voilà, parce que je pense qu'on est tous d'accord avec ça, sur que si on est bien dans sa vie personnelle, forcément on va être bien sur sa vie professionnelle. Et si on est bien dans sa vie professionnelle, il va y avoir une qualité de prise en charge et une répercussion sur la qualité d'accompagnement des enfants. Donc en fait, Oui, tout le monde s'y forcément. retrouve. Mhm. Donc ça ne sert à rien d'obliger les gens à faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas convaincus ou ils ne sont pas bien. Ouais. Et la question de pourquoi vous le faites, Valérie, par exemple, c'est un parcours que vous avez fait consciemment ou c'est quelque chose qui est naturel pour vous? J'imagine que c'est pour tout le monde un peu différent. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Ouais. Moi, les enfants, ils font partie de ma vie, en fait, maintenant. Mes autres collègues, je sais pas. Mais moi, c'est comme ça. Ouais. Et donc, Stéphane, vous pensez qu'il y a des gens qui ont besoin de se poser la question concrètement, Oui. alors que d'autres, ça fait partie d'eux? Quand je dis que c'est une base, après, il y en a qui le font naturellement. Valérie, voilà, je ne dis pas qu'elle ne s'est pas posé des questions, loin de là, mais
Parce qu'il y a aussi des périodes compliquées, on ne va pas se mentir, hein, personnelles, professionnelles. Donc, il faut aussi savoir en fait, qui on est. Quand je dis faut savoir pourquoi on est là, en fait, il faut savoir un peu qui on est. Oui. C'est peut-être plus ça, plutôt que de savoir pourquoi on est là. C'est savoir qui je suis pour pouvoir m'occuper des autres. Surtout que j'imagine que c'est le genre de question qui survient quand il y a des obstacles, quand ça Exactement. devient difficile. Exactement. Quand tout va bien, c'est nickel, vous avez raison. Personne ne se pose trop la question. Et dès qu'il y a une difficulté liée à la prise en charge des enfants, une difficulté relationnelle dans les équipes, avec sa hiérarchie, parce que là, peut-être que je dépeins quelque chose d'idyllique, mais des fois, c'est aussi compliqué. Hein. On n'est pas forcément tous d'accord tout le temps. Il peut y avoir des moments difficiles au niveau relationnel entre professionnels, ça, il ne faut pas se mentir, même avec la hiérarchie, ça, il ne faut pas non plus occulter ça. Mais à partir du moment de savoir qui on est et qu'on peut se dire les choses tranquillement, c'est vrai que ça facilite un petit peu les choses et le fait que les gens restent ici et savent comment accompagner les enfants. C'est des enfants, je le répète, qui sont classiques, mais qui ont leurs failles, leurs fragilités. Il faut juste en avoir conscience et savoir qui on est, effectivement, aide aussi à pouvoir mieux les accompagner. Pour les gens qui ont eu des difficultés à rester dans cet environnement, vous pensez que les obstacles viennent de quoi principalement? Plutôt de la relation avec les enfants ou Je crois que c'est un tout. ça correspond pas forcément à certaines personnes alors? Non, je pense qu'effectivement, il y a des fragilités qui n'ont pas été évaluées des deux côtés. Parce que quand on fait un recrutement, il y a quand même des entretiens psy qui sont mis en place. C'est pas, tenez, je vous donne les clés, vous signez votre contrat de travail, merci, au revoir. Il y a quand même un process de recrutement qui est un peu long avec des entretiens psy. Les gens qui ne sont pas restés, je pense que c'était aussi du fait que ça n'a pas été évalué à leur juste mesure. Il y a le burn-out qui peut arriver très vite. Quand on est fragilisé, qu'on ne l'évalue pas, petit à petit, ça s'engraine et puis ça engendre effectivement une fragilité plus importante. Et puis les gens partent. Mais je crois que c'est une des limites du fonctionnement d'un village d'enfants. C'est tellement prenant. 3 semaines, je le répète ici, c'est mettre entre parenthèses sa vie sociale, sa vie personnelle, même si chaque professionnel peut l'avoir avec je le disais tout à l'heure, les plages vertes, les gardes relais, la possibilité voilà, Valérie le disait, d'amener les enfants aussi à domicile. Ça, c'est des choses qui sont possibles, d'avoir une vraie vie familiale. Il y a des moments où c'est compliqué. Et les gens qui sont partis, pour certains, c'était parce qu'elles avaient envie aussi de passer à autre chose. Elles avaient fait, non pas leur temps, mais en tout cas, elles avaient envie de découvrir autre chose. Donc, il y en a qui sont partis dans d'autres institutions de la protection de l'enfance, d'autres qui sont partis sur un autre métier, d'autres qui ont eu une vie amoureuse aussi, qui a fait qu'en fin de compte, il faut construire sa vie et puis partir pour aussi s'occuper de soi, c'est important. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis pour des conflits aussi, on ne va pas non plus se mentir, où c'était compliqué sur des postures auxquelles moi, je n'étais pas d'accord aussi. Et puis, elles n'ont pas forcément pris en compte mes demandes. Donc, il y a des moments où on s'est séparés en bonne intelligence, des fois un peu conflictuel, mais on essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse aussi partir comme il se doit, chacun de son côté, quoi. Ouais. Mais j'imagine que c'est plus dur pour des gens qui ont peut-être pas encore construit leur vie. Ouais. Par exemple, au contraire de vous, peut-être Valérie, qui avez eu vos enfants, que vous avez une relation saine avec votre compagnon, par exemple, et que vous savez faire la part des choses. Mais il y en a pour qui c'est très nouveau et c'est plus compliqué, quoi. C'est pour ça que l'éducatrice familiale, le recrutement est un peu plus long. Et puis au niveau de la maturité et de l'âge, j'ai aucune, en tout cas au village d'enfants de Carrosse, ça m'est arrivé une fois, mais sinon aucun professionnel en dessous de 30 ans ou 35 ans en tant qu'éducatrice familiale, j'entends. Parce qu'effectivement, le profil d'une éducatrice familiale, c'est seconde partie de carrière, on va dire, seconde vie. Et c'est pas péjoratif, parce que j'ai quand même un certain âge aussi. Donc, les enfants sont grands, ou il n'y aura pas d'enfants de toute façon. Et dans ces cas-là, on peut effectivement aller sur cette fonction-là. Par contre, aide familiale, vu que c'est une dizaine de jours, la durée moyenne est plus courte aujourd'hui, aide familiale. Donc, pour certains, c'est une première expérience professionnelle aussi, dans le champ de la protection de l'enfance. Donc, 25 ans, 28 ans, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop jeune, parce que j'estime qu'il faut quand même une certaine maturité. Puis s'occuper d'une maison, 4-5 enfants, faire les courses, le ménage aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même la quotidienneté, elle est là aussi, c'est difficile. Il faut savoir s'organiser, savoir cuisiner, c'est tout bête, mais savoir cuisiner pour 5-6 enfants, c'est pas la même chose que pour soi-même, où on se fait un plat et puis on se le met au micro-ondes. Donc voilà, c'est, on va dire, 2 profils différents, en sachant qu'il y a aussi des aides familiaux qui sont là depuis des années. Je parle d'une aide familiale qui s'appelle Shelly, ça fait 25 ans qu'elle est là. Elle va bientôt partir d'ailleurs à la retraite l'année prochaine. Et elle a fait tout son parcours en tant qu'aide familiale et elle s'est épanouie aussi professionnellement au village d'enfants. Vous parliez un peu justement de faire les courses. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'une éducatrice familiale?
Ah, ben, une vie de famille normale. Ouais. Je dirais. Voilà, il y a l'école le matin. D'ailleurs, ils vont tous à l'école publique, les Oui, enfants? ils vont tous à l'école publique, donc primaire, collège, lycée professionnel, pour ma part. Et après, une fois qu'ils sont à l'école, ben, aller faire les courses. Alors, des fois, on a des réunions sur la maison commune. Sinon, les courses, préparer le repas, parce que certains, le midi, rentrent manger. L'après-midi, ben, encore des formations. Et après, 4h30, ils sortent de l'école, le goûter, les devoirs, les douches, le repas du soir, les couchers, les veillées. Une vie de famille, en fait. Bah ouais. Voilà, c'est une À vie de part famille. pour les réunions, sinon ça À part, ressemble à part beaucoup les à réunions, c'est une vie de famille Ouais, c'est vrai. nombreuse. nombreuse. Mais c'est cool. Très bien. Et une journée dans la vie d'un directeur, c'est quoi? Alors, c'est les courses aussi. C'est les visios. C'est les visios. C'est les interviews. C'est les interviews. Non, la vie d'un directeur, oula, mon Dieu. J'imagine qu'il n'y a pas de journée type. Non, tout ce qu'on prévoit, ça ne se réalise pas, faut le savoir. Pourtant, j'ai un outlook avec bien tout ce que j'ai à faire dans la journée. J'essaie d'anticiper les choses. Non, moi, j'aime bien arriver très tôt ici. Ouais. Donc, j'arrive vers les coups de 7h, 7h30. J'aime bien ouvrir le village d'enfants, donc la maison commune, pardon. Donc ça, après, c'est des réunions de régulation, d'organisation, de savoir qui fait quoi aussi, d'écoute. Je pense être un directeur qui écoute. Après, ce serait plutôt de demander aux collègues de savoir si c'est le cas. On va le faire maintenant alors. C'est le cas. Ah ouais. Mais c'est parce qu'il est là. Hein. Très Ouais, bien. c'est ça. Non, je peux sortir. Non, ouais, d'être disponible. J'essaye d'être le plus disponible possible. Mhm. Il y a des moments où je peux, des moments où je peux pas. Il y a beaucoup Valérie parlait des réunions, j'en ai quand même pas mal. Des fois, à mon goût, un peu trop. Beaucoup de visio. Depuis le Covid, on visio beaucoup. Et puis, la gestion d'un budget, la gestion de tous les grands projets associatifs, de les relayer et de les faire vivre aussi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, j'essaie d'intervenir sur des réflexions, on va dire, plus départementales au niveau de la protection de l'enfance sur l'accueil en urgence, sur l'accueil des jeunes majeurs, de participer aussi à cette réflexion-là pour être force de D'accord. proposition. Ouais. Voilà. Vous vouliez intervenir, Valérie? Oui, je voulais rajouter que dans notre journée type, Oui. on fait de la comptabilité aussi. D'accord. Parce qu'on gère un budget. Eh oui. On a un budget familial. Ah, il y a Et, des comptes à rendre. Et du coup, il y a des comptes à rendre, oui. Exactement. Et ça prend pas Et moi, mal je vérifie. et ça prend pas mal de temps. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Chaque maison a un budget spécifique en fonction du nombre d'enfants, en fonction de l'âge des enfants. Et chaque mois, c'est de l'argent qu'on doit justifier. Donc, les éducatrices familiales font un gros travail effectivement de compta. Et c'est compliqué. Je le concède fortement. Est-ce que c'est taxant pour vous émotionnellement, ce métier, ou pas forcément? Alors, oui et non. C'est mon équilibre. Tout à l'heure, vous parliez pro-perso. Moi, c'est Ouais. mon équilibre que j'ai trouvé depuis 15 ans. Alors, si vous écoutez ma famille, à juste titre, disent que je suis trop temps ici. Mais il n'empêche que je ne pourrais pas, moi, vivre sans le village d'enfants. Ça, c'est juste pas possible. En plus, c'est horrible parce que je suis très ému quand je dis ça. Alors, oui, ça l'est parce que ça me prend, parce que je défends, parce que je suis impliqué, je pense, en tout cas. Ouais, j'en suis même sûr que je suis quand même impliqué. On va pas Vous se en mentir, avez on va l'air. pas faire de la fausse modestie non plus. Je suis très impliqué. Après, ça marche pas. Je suis pas idéal et je suis pas forcément, je fais pas tout bien. Ça, c'est indéniable. J'ai beaucoup l'équipe aussi qui m'aide des fois à me réajuster. J'écoute beaucoup ce qu'ils me disent parce que je suis très sensible à ça. Donc oui, émotionnellement, c'est compliqué à certains moments dans la relation avec les accueillants et les accueillantes parce que j'estime beaucoup, énormément ce qu'elles font. Oui, émotionnellement prenant parce que là, on entend au loin un peu les cris des enfants parce que je suis impliqué dans la protection de l'enfance et dans la défense des droits des enfants et j'y crois et j'ai envie d'y croire jusqu'au bout, même si ça fait 35 ans que je suis là-dedans. Mhm. Donc oui, ça l'est, mais c'est tellement enrichissant. Et puis, on va pas se mentir non plus, c'est valorisant. On fait aussi quelque part, pas pour ça, mais ça fait partie un petit peu du package. C'est valorisant de se dire qu'on est effectivement un acteur des valeurs auxquelles on croit Ouais. et qu'on veut inculquer aux enfants pour les faire grandir du mieux possible. Et puis, alors, c'est un petit peu cucu, pardonnez-moi du terme, mais de faire le citoyen de demain, quoi, une société sur laquelle on a envie de voir et de partager. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Je vois. Est-ce qu'il y a des évolutions que vous aimeriez voir dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement dans votre bataille? La reconnaissance, non pas pour moi, la reconnaissance du travail qui est fait dans le cadre de la protection de l'enfance. Vraiment, je trouve que c'est jamais, au grand jamais mis en valeur.
si ce n'est à travers les médias, mais uniquement sur des côtés négatifs, comme quoi il y a eu de la violence sur les enfants, qu'il y a eu des comportements inadaptés envers des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, ce qui est le cas. Franchement, je ne dis pas le contraire. Il y a des bons et des mauvais professionnels. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs, mais vraiment, j'aimerais mettre en lumière le travail qui est fait et que ça soit un peu plus connu et reconnu. Parce que c'est un travail primordial de pouvoir justement protéger les enfants qui nécessitent cette protection-là et que les professionnels qui s'en occupent, au-delà que ce soit qu'il y a un salaire derrière, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas un sacerdoce non plus, on est payé, c'est un métier, mais que ce métier soit plus reconnu et un peu plus valorisé humainement et financièrement, entre guillemets, parce que franchement, c'est quand même pas non plus la panacée. Et je pense que les éducateurs devraient être un peu plus reconnus de ce côté-là. Donc franchement, ça serait ça. Et puis, développer ce qui est fait au village d'enfants, c'est-à-dire ce que je disais un peu tout à l'heure, à la fois le côté humain peut-être à travers des projets plus individuels et collectifs aussi. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais ce serait un peu ça. J'imagine que c'est dur quand même de trouver l'équilibre entre cette reconnaissance-là, mais aussi la discrétion que le métier demande aussi. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui vivent aux alentours du village et qui ne savent même pas qu'il existe. Donc j'imagine qu'au niveau communication, c'est difficile de faire la part des choses. Oui, non, mais vous avez complètement raison. Mais quand je dis reconnaissance, ça ne veut pas dire reconnaissance du village d'enfants au sein de Carros, qui est au alors BIP pour l'adresse, etc. Mais c'est que la reconnaissance du métier et du travail qui est fait de manière générale, pas au niveau institutionnel ou du village d'enfants ou de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de manière générale. C'est pas forcément médiatique. Non. Alors, pas forcément médiatique, un petit peu quand même. J'aimerais bien qu'il y ait quelques reportages, on va dire ça comme ça, qui soient faits sur ce qui est bien dans la protection de l'enfance et pas uniquement à travers le côté de ce qui est mal fait ou qui est violent ou de quoi que ce soit. Et tous les reportages que vous voyez, parce que ça fait du clic, ça fait du buzz, ça fait tout ce que vous voulez derrière, mais de temps en temps, un petit peu de positif, ça fait pas de mal, quoi. Enfin, bon, j'enlève toute la partie violence. Alors, au village d'enfants, nous... Non, on est... voilà, ce serait peut-être ça, avec cette évolution de prise en charge, peut-être plus une approche individuelle, mais c'est pas parce que les référents sociaux ou les travailleurs sociaux ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les outils et les moyens de pouvoir le faire. Parce que vous discutez avec n'importe quel éduc en foyer, il va défendre ce côté-là, le côté individuel, prise en charge, mais l'institution ou la philosophie, en tout cas le projet ne permet pas certainement de pouvoir le faire. Mais même nous, des fois, on est limité, hein, on ne va pas se cacher non plus. Et financièrement, ça se passe comment alors ? Alors, financièrement, on est financé par, grosso modo, alors je le disais tout à l'heure, déjà, on est protection de l'enfance, compétences du département, donc financement département à hauteur de 95%, grosso modo. D'accord. Sur un prix de journée, et le reste est financé sur des fonds propres, donc des dons et des legs. Donc, c'est l'association qui doit aller prospecter à droite à gauche pour essayer de trouver des fonds qui permettent de faire fonctionner un village d'enfants sur des projets bien spécifiques. Je parlais... tout à l'heure du Vésostrophie, c'est financé sur des fonds propres. Je parlais aussi du Vésocide, des projets spécifiques qui sont financés par l'association. Et puis aussi une partie des salaires qui est financée par l'association sur des fonds propres. Donc ça me paraît important de pouvoir aussi mettre en avant tout le travail qu'ils font pour qu'un village d'enfants puisse évoluer et mettre en place des projets pour les enfants. Très bien. Quelques questions pour finir pour vous, Valérie. Est-ce qu'il y a une valeur ou une leçon de vie particulière qui vous semble essentielle à transmettre aux jeunes d'aujourd'hui ? En fait, comme je disais tout à l'heure, on a tellement la tête dans le guidon que quand vous me posez des questions, c'est des trucs qu'on fait tous les jours, en fait, et qu'on s'en rend même plus compte. Moi, je sais que j'ai eu 4 enfants, ils s'en sont sortis, et j'ai envie que les enfants que j'ai sur la maison s'en sortent. Et je serai derrière eux, je ne vais pas les lâcher. Et je ne les lâcherai même pas après. Voilà, c'est ce que je disais, on a possibilité de mettre en place un système de marraine une fois quand les enfants ne sont plus là. J'ai pas envie de les lâcher, j'ai pas envie que leur sortie ils se plantent. Donc des fois je suis un peu pénible avec eux, mais c'est parce que je veux qu'ils y arrivent. Donc après les valeurs que moi on m'a inculquées, respect, mais ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. Je confirme. Vous voyez ça comment, idéalement, le rôle de marraine ? De pouvoir continuer à les voir par la suite, avoir des contacts. Et ça, ils sont en demande déjà, parce qu'on en parle du après. Et ils sont en demande. Mais le jour où tu seras ou à la retraite, où nous, on repart en famille, est-ce qu'on pourra avoir toujours des contacts ? Est-ce qu'on pourra toujours se voir ? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ou une réussite que vous gardez en mémoire, qui est un peu le totem de votre travail ici ? Mais
j'ai que des réussites dans cette maison. C'est Je veux vrai. dire, Je voilà, confirme. j'ai des élèves méritants sortis de 3e, de 4e, des félicitations, des enfants qui, quand ils sont arrivés, on avait peur et qui finalement se retrouvent bien, avec un projet pro. Donc voilà, je veux dire, mais tous les jours, en fait, j'ai des souvenirs. Voilà, mais... Moi, si je peux me permettre, parce que je connais Valérie qui ne se met pas trop en avant par rapport à ça, donc il y en a un pour moi en tout cas qui est symbolique. Il y en a deux, on va dire, qui sont en fait les mêmes. Valérie, tout à l'heure, disait qu'elle avait 6 enfants, ce qui n'est pas forcément la norme, entre guillemets. Normalement, c'est 4, 5 enfants, grand maximum. Valérie a accompagné une première fratrie, elle accompagne toujours d'ailleurs une première fratrie, et suite à des difficultés aussi liées à la prise en charge d'enfants, on lui a demandé de prendre en charge une jeune fille au début, qui était difficile sur une maison. Et elle l'a accueillie à bras ouverts. Et elle a réussi avec toute sa bienveillance, mais aussi avec l'autre fratrie, qui a joué aussi son rôle, parce que c'est une fratrie qui est quand même assez zen, même si des fois ça peut être un peu compliqué, mais qui sont quand même... il y a un socle positif. Donc elle a réussi vraiment à l'accueillir de la meilleure façon possible. Et aujourd'hui, elle s'est apaisée. Elle va beaucoup mieux. Elle a un projet professionnel, puisqu'elle s'occupe même, elle est en apprentissage, elle s'occupe, elle est animatrice en formation en apprentissage. Donc voilà, ça c'est pour moi en tout cas beau. Et puis la deuxième, c'est en lien aussi, on avait aussi une autre difficulté d'un garçon qui lui était très compliqué, très compliqué. Et elle l'a accueilli sur une petite période, parce qu'on ne savait pas comment le gérer, comment l'accompagner. Et elle a réussi aussi à l'apaiser en quelques semaines, en quelques mois. Et puis aujourd'hui, il est resté sur cette maison. Ça fait 2 ans maintenant, 3 ans 2 ans. 2 ans, alors qu'au début, c'était quelques semaines. Là aussi, il est apaisé. Il a trouvé ses marques. Ça reste à certains moments aussi compliqué, c'est pas tout rose, mais voilà, pour moi, c'est 2 choses. Symboliquement, je trouve que ça montre à quel point l'accompagnement aussi, à certains moments, la manière dont on accompagne les enfants peut être positif pour justement leur proposer quelque chose de qualité. Et dans une maison, ça va pas marcher, dans une maison, ça va marcher aussi. C'est aussi cette relation qui est mise en place et les personnalités des uns, des fois, ça matche avec des gamins et ça matche pas avec d'autres. Donc, c'est aussi une espèce de relation qui se travaille. Pour ces 2 cas-là, est-ce que je peux vous demander, que pensez-vous qu'est la force de Valérie dans ces situations-là? La bienveillance. Tout simplement? Ouais, tout simplement la bienveillance et, j'allais dire, tranquille. Le non-jugement. La force tranquille. La force tranquille. Ouais, mais c'est ça. Le non-jugement. Je t'accueille. Dans la maison, il y a ça qui est instauré, qui est organisé. Allez, on va essayer de travailler ensemble et de voir comment on peut vivre ensemble. Et ça a fonctionné. Ouais, j'imagine que les enfants sont très sensibles à ça, que dans leur vie, ils ont eu affaire peut-être à des émotions beaucoup plus fortes et envahissantes, et que la force tranquille, ça doit justement leur faire du bien. C'est ça. Très bien. Et un souvenir pour vous particulier, personnel? Je vais faire comme Valérie, il y en a eu tellement. Il y en a un truc, je suis super fier. Enfin, je suis fier. Vous pouvez le dire. Enfin, il y a 2 trucs. C'est l'équipe. Vraiment, je tiens à insister là-dessus parce que franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux. Beaucoup. C'est eux, en fait, quelque part, qui me donnent aussi cette force-là, de pouvoir être là le matin à 7h, 7h30 et d'ouvrir la boutique. Alors, je ne la ferme pas tous les soirs, pour le coup, mais je l'ouvre, en tout cas, le matin. Non, il y a ce qu'on appelle le projet Slam. Le projet Slam, c'est un projet d'écriture qui a été mis en place et à l'initiative de Joumana Gruen, qui est donc l'éducatrice scolaire, qui avait dans ses connaissances un collectif de slammeurs, dont un qui s'appelle Le Môme. C'est son nom d'artiste, Grégory de son prénom, qui maintenant fait sa petite carrière sur Paris et qui est venu ici et qui vient tous les ans ici, d'ailleurs, faire des ateliers d'écriture avec donc une chanson qu'il fait écrire par les enfants et qui met après en musique. Et la première fois que j'ai écouté, honnêtement, je suis un peu sensible comme garçon à certains moments, mais là, je dois avouer que j'étais encore plus sensible à la qualité d'écriture, à la qualité du texte. Ils ont pu mettre en mots leurs mots MAUX, quoi. Et c'était un des moments pour moi les plus forts que j'ai pu vivre au sein du village d'enfants. Une chanson qui d'ailleurs a été diffusée sur les réseaux sociaux. S'il y en a qui veulent aller voir, ils tapent sur YouTube SOS Village d'enfants. C'est la chanson C'est comme des enfants. Elle a été aussi diffusée aux assises de la protection de l'enfance devant 2000 personnes il y a 2 ans de ça. Et c'est une magnifique chanson. Mais ça fait plaisir d'aller écouter. Vraiment, pour moi, elle est magnifique. Et donc, tout ça, ça a été le début de ce projet-là. Donc là, c'est un des moments les plus forts pour moi, en sachant que ça n'a pas été du one-shot. Il est revenu l'année dernière. Il a refait 2-3 chansons. Il est revenu cette année encore. Il y a encore 3-4 chansons qui sont sorties. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer un petit peu. C'est un chouette projet. Et puis surtout, on est tombé sur la bonne personne aussi. Le Môme, il a réussi à capter un petit peu tout ça et mettre en musique
tous les maux des enfants et c'est super. Donc voilà, c'était ça. Très bien. Écoutez, on va peut-être rester sur ce beau souvenir-là. Est-ce que vous pouvez dire au grand public comment ils peuvent soutenir vos actions ? De deux manières. Il y a à la fois d'un plan financier. Oui. Et je vous invite tous et toutes à pouvoir plutôt contacter le siège social qui est sur Paris, qui gère, c'est pas moi directement. Après, il y a au sein du village d'enfants de Carrosse, bien évidemment, on peut aussi accueillir l'aspect financier, mais c'est plutôt Paris qui gère. Vous avez des bénévoles dans le. Alors, c'est là où j'allais revenir. Après, humainement aussi, on peut venir au village d'enfants, en tout cas, nous écrire ou nous envoyer un mail à SOS Village d'enfants de Carrosse pour se proposer en tant que bénévole. On a des bénévoles aussi qui viennent faire du soutien scolaire, faire de l'animation. Il n'y a aucun souci, avec même un grand plaisir, parce qu'on manque des fois de bras pour pouvoir ne serait-ce que faire des fois des accompagnements, des choses comme ça. Ouais. Et puis après, ceux qui ont envie de s'investir professionnellement, avec grand plaisir, parce qu'on est toujours à la recherche de professionnels qui peuvent accompagner du mieux possible les enfants, motiver et de pouvoir peut-être participer à une expérience à la fois professionnelle mais humaine aussi. Ça peut être sympa de pouvoir accompagner les enfants. Donc professionnellement aussi, on accueille avec grand plaisir. Très bien. Voilà. Stéphane et Valérie, merci beaucoup pour votre accueil. Nous avons ouvert vos portes. Merci à vous, avec grand plaisir. Et merci de prendre l'expression « il faut tout un village » pour élever un enfant et de la mettre en pratique et de protéger nos enfants. Merci. Pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur. J'aimerais qu'on me dise que je suis rayonnant. J'aimerais qu'on me dise qu'elle est fière, maman. J'aimerais qu'on me dise confiance en toi. Que tout est possible si vraiment tu y crois. Réalise tes rêves, montre-leur tes talents. Si tu suis ton cœur, t'esquives les guet-apens. Affronte tes peurs, mets ta peine sur la page. Deviens meilleur, tends pas vers les autres. Ouais. Pour devenir meilleur, fais face à tes fautes. Ouais. Pour devenir meilleur, faut enfoncer les portes. Faut écouter ses proches, ne pas suivre ses potes bêtement. Vivre sa vie honnêtement, vivre sa vie complètement. Pour devenir meilleur. Agis avec ton cœur. Agis avec ton cœur. Pour devenir meilleur. Yeah, yeah. On est fort, fort, fort comme des enfants. Comme les enfants, comme les enfants. On est beau, beau, beau comme l'océan. Comme l'océan, comme l'océan. On est fort, fort, fort comme des enfants. Comme les enfants, comme les enfants. On est beau, beau, beau comme l'océan. Comme l'océan, comme l'océan. J'ai le droit de chanter. Ouais. Pas le droit de frapper. Non. J'ai le droit de m'exprimer. Ouais. J'ai le droit de rêver. Ouais. J'ai pas le droit de me taire. Non. J'ai le droit d'être aimé. Ouais. Comme tous les gens sur terre, j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de réussir pour mon avenir. C'est maintenant qu'il faut agir. Plein de souvenirs dans une seule vie. SOS Village, c'est la famille. Une belle équipe, C'est les amis. Sur nos visages, y'a que des sourires. On a le droit de ne plus souffrir. Pour devenir meilleur. agis avec ton cœur. Agis avec ton cœur. Pour devenir meilleur. Yeah, yeah. On est fort, fort, fort comme des enfants.